Bonsoir. C'est masculin, intranquille, inconnu. Un homme sans références externes apparentes, se tenant dans la perpétuelle vigilance de qui connaît l'instabilité du grand jeu, susceptible de se renverser n'importe quand. Je sais que lui ne voit pas une femme calme. Il doit savoir que c'est très rare de toute façon, les femmes calmes. Son père a dû lui dire. Il constate une femme dans les 50 ans, pas suffisamment de ce monde pour le reconnaître ou pour répondre à son prénom. Une tendue qui n'est pas en face d'un homme, mais d'un étranger. Point. Il pourrait être beau que ça ne changerait rien. D'ailleurs, il l'est à cet instant. Fragile et retiré de sa gaine sociale. Mais il n'y pense pas. Il n'y pense jamais vraiment. Il est habitué. Il voudrait déjà entrer, faire comme chez lui. On se connaît ? Il réfléchit et dans le temps de sa réflexion, apparaît sur son visage un mélange fugace d'ennui et de certitude. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé de porte. La porte, c'est la bonne. Mais ce n'est pas le bon moment. Il a froid, putain. Et l'autre là, enfin, Aurore, qui ne sait plus quoi faire, foutre-moi ça dehors ou offrir de la soupe, ne le laisse pas passer. Vous cherchez quoi, monsieur ? Vous cherchez qui, monsieur ? L'inconnu prétend connaître Sabine, sa mère, la connaître suffisamment pour lui savoir une fille prénommée Aurore. Aurore augmente la lumière grâce au variateur, alors qu'à cette heure-ci, c'est tarif double et franchement déconseillé par le gouvernement de transition climatique. Il a l'air un peu trop arrogant pour se fatiguer à mentir, ce type qui vient dans les cailloux en bottines. Elle est morte, sa mère, déplore Cosma, puisque personne ne semble vouloir faire évoluer cette pesante situation. L'autre de prendre son temps pour répondre « Ah, je regrette ». Mais là, il ment sur quelque chose. C'est plus évident. Il demande à entrer vraiment. S'il vous plaît, il n'y a rien autour que la nuit. Sa voiture, il l'a laissée au départ du sentier, réservoir vide. Il est très tard, il est confus. Il pensait trouver ici une solution. Et puis Cosma a dit « Mais laisse-le passer, c'est Alexis Xagner. Et mamie est d'accord. » Et après, trop tard, il était dedans. Dans les westerns, les hommes arrivent toujours chez les femmes comme chez la mort. Toujours trop vite. En avance. Elle venait de sentir plus vivement que n'importe quand ces derniers jours passer dans ses veines une brûlure qu'elle connaissait trop, qui appelait tout le corps au soulèvement. Elle a pensé qu'elle ne voulait plus. Plus de cette faim qui étouffe l'estomac et le ferme, ce frémissement interminable qui ne meurt en soi qu'avec la fin de l'amour et des perspectives. Après quel ravage, en proportion de quel frisson. Ces choses supportables à l'adolescence, quand on a une vie pour les mener, les répéter et s'en déprendre. Non, terminé. Et pourtant, l'usine amoureuse fabrique du manque et de la frustration. L'emporte-pièce, elle la sentait se remonter en elle, vis après vis. Alors, se laisser ravir par un souffle dont elle sait qu'il vous fracassera contre un mur un jour ou l'autre, ou faire demi-tour. Elle a pensé sérieusement au demi-tour. Chez les amoureuses, c'est la différence entre une femme et une femme abîmée. La seconde, l'abîmée, peut vraiment se retourner, même là, sacrifier l'idée qui vient, le temps d'une brève marche arrière, braquer vers Paris avec le risque d'y rester et de faire des morts sur l'autoroute. La vitesse des camions sur sa gauche, aspirant la tôle de sa trop petite voiture, semble vouloir imposer à Aurore une démonstration, comme un pressentiment aux bonnes raisons d'avoir peur. Mais elle repart, la peur avec elle, le cœur dans le ventre. Elle pense « Tu vas où, ma fille ? À qui appartient ce moteur à la fin ?» Elle ne trouvera pas, ni maintenant, ni dans 100 kilomètres, les mots pour faire droit à cette transperçante frayeur. Elle n'a pas peur de l'amour, ce n'est pas ça. Elle a peur de ces amours-là, les incertaines, les compliquées, les amours qu'on voue aux fuyants, aux déjà lourds d'une vie d'erreur. Elle a peur de porter un amour comme on porte un cancer, voilà. Elle n'est pas de taille, elle manque de fer et d'endurance. Elle manque surtout d'illusion dans sa capacité à refaire, à recommencer. Elle a déjà vu des filles grosses de ces amours-là, des hommes aussi, encombrés, bouffés dedans.
leur visage comme retourné vers l'intérieur, couture apparente, et cet air qu'ils ont d'attendre quelque chose pour commencer à vivre. Elle ignore que cet air-là lui dévorait la face en plein jour. Jean-Louis y pense encore. Mais sur qui elle a bien pu tomber, son Aurore, à son âge, dans ce trou? Bien sûr qu'elle arrive à temps. La grammaire du western prévoit des cliffhangers, instants de suspension au bord du vide, pour vous offrir juste après un petit soulagement général ou la beauté d'une chute. Ce sera alors avec un temps d'obturation très long que l'on ne rate rien des vibrations des cordes en l'air. Il a changé, Alexis, en quelques jours. Ses traits curieusement tannés pour un type supposé se cacher plongent davantage vers le bas, comme décidé au rite vertical des cavaliers usés par les voyages des plaines. Ses yeux sont à la fois plus minces et plus lumineux. Il a maigri, ne se rase plus, dans la peau de celui qu'il s'oblige à jouer. Aurore le trouve très beau. Il pose une question sur la voiture de marque française, mais c'est pavlovien. C'est histoire de dire un truc recevable sans prendre aucun risque. Un lieu commun est déjà reçu. Un lieu commun, c'est bien. C'est moins qu'un silence. Il dit « c'est petit, mais ça tient la route ». Elle dit oui. Il ajoute « diesel et automatique ». Il dit n'importe quoi à propos de la conduite automatique pour contenir sa stupeur, empêcher sa joie de sortir trop vite. On ne sait jamais sous quelle forme. Et puis leurs lèvres se surprennent davantage qu'elles ne s'unissent. Ce n'est pas un baiser, mais une réaction, un soulagement. Sans dire que c'est raté, disons que c'était trop court. Les mâchoires n'ont pas lâché une seconde. Il faudra recommencer. J'espère qu'à cet instant, elle lui a dit la vérité. Pas ce qu'elle pense, ça, elle n'en sait rien. Mais au moins, comme ça vient. Par exemple, j'ai envie de pleurer tant vous me plaisez. Je voudrais m'approcher et je suis tout près. J'ai déjà connu ça, rester devant quelqu'un qu'on pourrait toucher, tandis que l'on sèche. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas certaine de vouloir à nouveau. Tu sais, ce tremblement, cette fièvre qui tente de ne pas en être une, à quoi ça sert? Et puis merde, je vais encore dire je t'aime avant tout le monde. Reste, je vous laisserai partir quand vous voulez. Allez-vous dire non? Qui est désormais assez riche pour dire non? J'aime tout de vous sans excepter que tu t'en ailles un jour sans m'embrasser, sans excepter tes mains dans le dos, tes yeux, tes secrets, votre laideur. Un chant en moi, un rêve, je ne sais plus quand t'as appelé par ton prénom et tu te retournais. Ils tiendront 17 heures entre le retour d'Aurore et le départ d'Alexis. 17 heures dont 8 à se parler, à ne faire l'amour qu'à l'oral. Essayer leur voix sur la peau de l'autre, en étudier la glisse, en apprécier les irritations. Quand il dit Aurore, il traîne sur le O et efface un peu les R. Elle dit Alexis en prononçant le S final, la langue relevée, et il aime ça. Les S en trop qui sont les siens, qui sifflent sous sa tête. 17 heures, c'est déjà une vie, elle pourrait s'arrêter là. Dans les westerns, les dialogues comptent davantage que les fusils. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Aurore? Qu'est-ce qu'elle attend? Toujours la même chose, qu'on lui raconte le reste. À l'ouest, on vit d'air et de légendes. Aurore est comme tout le monde, foule sentimentale. Quand elle fait l'amour, c'est avec une histoire d'abord. Un homme sans histoire, c'est de la viande ou du sport, et ça, c'est derrière nous. Affamés de contes initiatiques, ceux qui retracent la fabrique des personnalités, comme fruit du combat ordinaire, et somme des amours. Elle veut connaître la fin du roman d'Alexis. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur mère? Sa mère, on en a fait le tour. Aurore est déjà bien documentée. Quand Alexis avait 13 ans, papa est parti alors que maman espérait qu'il commence à l'aimer. C'est moche, mais c'est limpide. Odile a continué seule, sans qu'Alexis puisse percevoir le début d'un son d'une plainte. Elle a vécu presque distraitement, comme exerçant une vie secondaire, le temps d'un délai entre le souvenir tenace de ce qui n'a pas eu lieu et l'avènement de sa réapparition. C'est ça? C'est ça. Il n'aurait pas dit mieux. Il perçoit enfin ce qu'elle ne cache d'ailleurs pas. Davantage qu'un amour, elle cherche un récit. L'autre chose, c'est vrai. Ah, ça. Oui, ça. Bien sûr, c'est vrai. C'est avec les hommes qu'il a appris à avoir un corps et avec eux qu'il s'en est souvenu. Adolescent déjà, le contact des siens, dans l'exercice, dans la fête, et plus rarement dans la baston,
provoquait un relâchement pulsionnel unique, un frémissement des nerfs long à mourir en lui. En y songeant plus tard, il avait mis cela au compte des rapports fusionnels qu'encouragent les fraternités par adoration des idéaux virils. En d'autres termes, il avait supposé ces sens victimes du patriarcat. Et puis il aimait les femmes, c'est-à-dire qu'il aimait le concours brusque et élémentaire entre hommes qui précédait le ravissement des plus dotés d'entre elles. Il offrait à ces deux passions, le classement et la chair, une double surface d'expression et une chronologie des temps dont il appréciait la rigueur et la proximité. Gagner, jouir, entre les deux rien, des paroles. L'âge venant, il avait cherché des plaisirs plus aigus, plus violents, moins de méthode et plus de sensations. La proximité presque annulée entre les deux temps, entre gagner et jouir, et bientôt leur confusion. Il n'avait trouvé cela qu'avec les siens. On ne vous l'a pas présentée, alors on vous la déprésente. Alison Paradis, comédienne qui était là pour la lecture ce soir avec vous, d'extrait du roman de Maria Porcher. Bonjour Maria Porcher, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Peut-être présenter Alison Paradis, vous êtes croisée sur un film ou... Alison, ça remonte déjà à quelques temps. Alison, sur quoi on s'est croisés ? Ah ben non. Non, je pense que c'était même pas un cadre professionnel. C'était un joyeux dîner ou une belle rencontre autour d'un livre, je ne sais plus. C'était bien, en tout cas. Et c'est une voix féminine pour incarner la narratrice et donc ce récit. On va commencer par le commencement et vous présenter, si vous ne la connaissez pas déjà, Maria Porcher, écrivaine, romancière, scénariste, qui est avec nous ce soir pour présenter ce nouveau roman intitulé Western. Après un premier roman avancé paru aux éditions Gallimard en 2012, suivront 4 romans dans la même maison d'édition, dont Toutes les femmes sauf une, puis le très remarqué Feu, paru il y a 2 ans chez Fayard, et le nouveau-né, donc, qui nous réunit aujourd'hui, publié chez Stock, qui a déjà été baptisé par la critique. Et c'est votre 7e roman qui vient donc de paraître. C'est une nouvelle histoire d'amour, Maria Porcher, ou plutôt peut-être une nouvelle histoire des relations hommes-femmes, dans leur dimension presque anthropologique du terme. On pourrait, dans la manière dont vous l'explorez, vous creusez ce sillon-là. Vous avez pratiqué, vous, la sociologie dans un premier temps, avant d'en venir à l'écriture. Peut-être que vous continuez à la pratiquer indirectement, en plus de la littérature, en plus du cinéma. Mais pour comprendre ce qui se joue en ce moment entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il valait mieux en passer, selon vous, par le roman ? Alors, oui, définitivement oui, puisque le roman, je crois que c'est l'endroit qui nous permet toutes les libertés. On peut adopter tous les points de vue, on peut investir tous les personnages, on peut se cacher aussi derrière pas mal de personnages. Plus on multiplie les personnages, moins on sait où est le narrateur, donc ça donne finalement une grande liberté d'expression. Et dans un temps qu'on peut considérer comme tendanciellement idéologique, j'appelle idéologie ces moments où il n'y a plus qu'une réponse possible à des questions qu'on n'ose même plus poser. Particulièrement concernant les rapports hommes-femmes, la place à laisser au genre, etc. etc. Le roman qui est le lieu de l'entre les lignes, c'est-à-dire il y a ce qu'on dit littéralement et puis il y a tout ce qu'on peut faire affleurer entre les lignes. Je vois pas d'équivalent. En dehors de la fiction, il n'y en a pas, en fait. Et la sociologie, si vous me posez la question, typiquement, c'est littéral. Enfin, une phrase, une information, et donc ça stérilise quelque part progressivement la pensée ou ce qu'on a envie ou les nuances, justement, qu'on veut laisser apparaître. Donc je pourrais continuer sur ce sujet éternellement. Donc oui,
sur ce sujet-là, oui, sur le sujet des rapports amoureux, des crises et des factures que ça peut engendrer, je pense que investir la sociologie, certains sont peut-être capables. Voilà, moi, c'est le roman, définitivement. Définitivement non. Est-ce que du coup, l'amour est, comme le roman, pour vous, un territoire de liberté? Il l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais est-ce qu'il devrait être peut-être ce territoire, comme le roman, qui ne devrait pas être codifié, où on devrait pouvoir continuer à explorer? Alors, idéalement, oui, mais je connais pas de moment de notre histoire culturelle et sociale où on a pu rencontrer, poursuivre une histoire d'amour, construire quelque chose, sans que ce soit pas contraint, mais marqué par l'environnement culturel, familial, social dans lequel cet amour se déploie. Je crois pas que ça puisse exister. Enfin, c'est une utopie. Ça rejoint l'utopie de l'île déserte. On fait toujours en fonction d'eux, d'un contexte, des autres. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on écoutait quelqu'un d'autre dire, mais je l'aimais ou il m'aimait. Et cette personne qui était un petit peu plus vieille que nous m'a dit, mais les sentiments, ça suffit pas. Et ça, cette phrase, pour moi, ça a été presque un credo. Enfin, elle dit tout. C'est vrai ou pas? Je crois que c'est vrai. Ouais, je crois que c'est vrai. Pour que quelque chose se construise et se déploie, je crois que c'est vrai. Je crois que ça suffit pas, qu'il faut beaucoup d'efforts, qu'il faut des alliances, qu'il faut beaucoup de réflexion, qu'il faut des pactes, qu'il faut des serments. Donc, c'est quelque chose qui interdit, qui empêche, et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais une liberté totale. Alors oui, on pourrait espérer qu'on soit à tous les endroits de nos vies, libérés des codes, des scénarios intérieurs, des conditionnements, des conditionnements à l'échec qu'on traîne depuis notre naissance, et d'aucuns diront peut-être même encore avant. Mais j'y crois pas. Je pense qu'il faut faire avec, et il faut trouver une liberté, et peut-être encore plus belle, dans la transgression de ces codes-là et dans leur compréhension. Le roman, ou peut-être plutôt d'ailleurs le livre, depuis quelques années, c'est vraiment devenu le lieu du débat de toutes ces questions qu'on aurait dit intimes auparavant. On l'a vu dans le consentement de Vanessa Springora, on l'a vu dans La Familia Grande de Camille Kouchner, on l'a vu dans Impunité d'Hélène Devinck, et je vais volontairement vers des récits qui montrent les dévoiements aussi de ce que serait censé être l'attirance, le désir, voire le sentiment amoureux. Sauf que vous, dans ce roman, très clairement, on hésite un temps, mais pas longtemps. Vous ne dénoncez pas, vous ne révélez pas, vous ne témoignez pas. Qu'est-ce que vous faites à travers ce roman western, Maria Porcher? Est-ce que vous interrogez? Oui. Oui, ce que vous disiez au début de votre question, qui renvoyait à ce qu'on disait au début, le roman, c'est le lieu, c'est peut-être le dernier lieu il faut le défendre pour ça, parce que c'est quand même régulièrement attaqué, la fiction en général, peut-être même l'art en général, de la liberté, de l'endroit où on peut faire apparaître justement toutes les complexités, toutes les nuances, sans passer par quelque chose d'arbitrairement polarisé. Quand vous me dites vous ne dénoncez pas, enfin, le jour où je ferai un roman pour dénoncer quelque chose ou quelqu'un, ça me paraît... alors je sais que c'est une littérature qui existe, mais on sortirait donc déjà du roman. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire partager ou rendre dans ce roman ce moment de notre histoire sociale et culturelle qu'on appelle le post-MeToo, ou qu'il faudrait peut-être qualifier d'ailleurs à un moment. Je ne sais pas si on a le temps. Je vais le faire. Voilà. Je trouve qu'on est dans un moment passionnant où le masculin est complètement réinterrogé, où on demande aux hommes de se corriger, voire de rendre. Quand je dis un moment, je parle de nos sociétés occidentales, pays développés. Je sais bien que c'est pas un mouvement planétaire. Donc de se corriger. Et puis c'est un mouvement concret. Donc il y a en ceci les révolutionnaires, c'est-à-dire que si ce mouvement ne se fait pas de correction,
il y a quelque part des sanctions. Il y a de vraies sanctions. Il y a vraiment des gens qui sont accusés, dénoncés, poursuivis ou qui disparaissent. Donc c'est pas révolutionnaire au sens 89, puisque les rapports de pouvoir, là en tout cas les rapports de pouvoir hommes-femmes, vont pas se renverser en une nuit d'été. Mais c'est révolutionnaire au sens où il y a quelque chose d'inévitable, puisqu'il y a possiblement sanction. Et de l'autre, en face, les femmes, l'injonction que leur fait la société, c'est pas rend, c'est le contraire, c'est prend. C'est prends les droits qu'on a, qui se présentent à toi depuis un moment, parce qu'il peut y avoir des droits, mais c'est pas pour ça que les prendre c'est facile. Et ceux que tu n'as pas, revendique-les. Et tout ça, ce paradoxe-là, se joue dans un environnement qui lui-même, en tout cas à plein d'endroits de la société, reste de l'ordre de ce qu'on appelle la domination masculine. C'est-à-dire que au niveau du pouvoir, de l'argent, de l'art, on reste dans un système qui est encore un résidu de la domination masculine, ce qu'on appelle le patriarcat. Et donc tout ça crée un champ de tension, de paradoxe, qui est passionnant, parce que comment on va faire, comment on va sortir de cette tension-là, où il y a plein d'injonctions paradoxales, où tout le monde j'ai l'impression, il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté qu'on le dit, et ce moment-là ne peut qu'exploser. Il y a une telle tension. Enfin, moi, rien ne m'a, à l'échelle de mon existence, rien ne m'a plus passionné que ce moment. Peut-être la chute du mur, mais bon, j'avais 9 ans, donc littérairement, j'en ai rien fait. Et c'est ça que je veux traduire dans mes romans, c'est ce moment d'intense complexité où les voies de sortie, les voies de dégagement ne sont encore pas établies, où on est encore une fois, surtout pour les hommes comme pour les femmes, dans l'injonction paradoxale, parce que soit indépendante, soit libre, soit paritaire, voilà, il faut que l'environnement puisse le permettre. Et les hommes, corrige-toi, mais comment, voilà, c'est quoi le nouveau référent masculin viril? Il est toujours pas donné, quoi, quelque part. Donc je pense que tout le monde est très très perdu et que c'est précisément pas le moment de dénoncer ou pas le moment d'arbitrer ou pas le moment de distribuer les gens et les idées dans des camps, et que c'est le moment d'observer cette complexité le plus longtemps possible, suspendre le jugement le plus longtemps possible avant de créer trop de procès, trop de vies détruites, trop de... Voilà. Et donc non, voilà, c'est ça que je veux rendre, c'est cette complexité-là, ce tableau-là. Donc oui, je soulève beaucoup de questions. D'une page à l'autre, j'avais envie qu'on se demande, mais comme dans les westerns modernes, pas le western des années 50, mais où au final, les héros et les ordures et les victimes pataugent un moment dans la même zone grise, parce que finalement, il y a tellement de passages entre les camps qu'on ne sait plus, en fait. Et le western contemporain, le western de Clint Eastwood, ce qu'il filme, c'est ce désarroi-là des sociétés. Et je crois que dans mes romans, c'est ce que je veux faire. Parler de ce désarroi. Et qui sont les shérifs d'aujourd'hui? Qui sont les cow-boys? Alors, dans le choix que j'ai fait dans ce roman-là, c'est donc, comme la figure centrale, c'est Don Juan. Don Juan, il est poursuivi par quoi? Il est poursuivi par la statue du commandeur. Et là, la statue du commandeur, puisqu'on est dans le milieu du théâtre, c'est vraiment le public. C'est cet ordre émotif, critique, mais qui peut changer d'avis tout le temps, parce qu'il n'est pas que critique, il est émotif. Et ça rend sa législation imprenable, impensable, et donc encore plus effrayante pour qui en est poursuivi. Et pour une célébrité, en tout cas, ça doit être très compliqué. Et c'est ce qui est arrivé à Alexis. C'est le public, c'est la foule aussi. Alors, je trouvais que la foule, c'était comment dire, une qualification un peu 19e siècle et peut-être un peu trop péjorative. On dit la masse aujourd'hui, alors. Voilà, mais pareil, il y a une idée dans foule. La foule serait bête, la foule serait un animal contrôlable ou incontrôlable dans le pire de ses instincts, dans le pire de ses excès. Je trouvais que le public, c'était une notion plus raffinée. Voilà, le public en sociologie, on sait qui c'est, on sait socioculturellement qui c'est. Où le situer. Et on lui prête ce qu'il a, des bonnes raisons de penser ceci ou cela. On lui prête un savoir, on lui prête des usages. Donc je préférais vraiment la notion de public.
Comment allez-vous, cher public, ce soir? À propos de savoir, est-ce que vous l'avez lu, ce roman, déjà, pour certains d'entre vous, ou est-ce que vous êtes venu vous renseigner un peu, voir de quoi il retourne? Je vous pose la question parce qu'en fonction, je vous résume un peu pour que vous compreniez peut-être de quoi on parle depuis déjà une dizaine de minutes. Qui a lu le roman déjà? Voilà, on voit rien, il faut le savoir. Si, Il y moi a je quand même vois... quelques mains qui se lèvent. D'accord. Ah ouais, quand même. Ah. Merci. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas lu, on peut quand même au moins donner non pas les grandes lignes du roman, mais peut-être le début. On a deux personnages principaux. Quoique j'aurais envie d'y rajouter Olivia, la femme. Merci. Alexis, il est comédien. C'est un comédien adulé, célèbre, et ce depuis longtemps. Il répète au début de l'histoire un Don Juan sur la scène d'un théâtre parisien. Mais peu avant le lever de rideau, peu avant la première, il va disparaître, littéralement. Il préviendra personne de cette disparition. Donc elle est incompréhensible aux yeux de tous et il reste totalement injoignable. Il va réapparaître en réalité au beau milieu de la nuit dans une maison du Lot, où il va être, comme vous l'écrivez, Maria Porcher, guidé par le sentiment confus et qui s'aiguisait depuis quelque temps qu'un jour il lui faudrait se cacher sans savoir de quoi. Il va vite le savoir, cependant, et c'est aussi la trame de cette histoire. Là-bas, il va faire connaissance avec Aurore, qui était et qui est la fille de l'ancienne propriétaire des lieux. On ne sait pas très bien à qui appartient cette maison, probablement un peu aux deux. Et elle aussi, elle a choisi de fuir son quotidien à Paris avec son fils Cosma. Ils vont en gros tous les deux prendre le large. Qu'est-ce qu'elle quitte, elle, et qu'est-ce qu'il quitte, lui? Alors, il quitte, parce que, et c'est ça qui fait de western un western, parce que pour être recruté par un western, il faut commencer par un mouvement de rupture. Tous les westerns, vous en avez tous vu, commencent par, que ce soit hors champ ou que ce soit les premières minutes du film, par un héros qui rompt avec quelque chose qui relève de l'ordre ancien, de l'ordre établi, de la ville, de la société, parfois de la loi, enfin ça dépend, ou de la famille tout simplement, dans des formes très figées de la famille. Mais il faut rompre avec ce quelque chose, donc souvent d'ancien, pour être projeté dans un ouest, donc dans quelque chose de nouveau, de dangereux, dont on espère, alors selon les films, selon les réalisateurs, que ce soit Peckinpah, Walsh, Wen, on espère la rédemption, la liberté, l'argent, mais on espère quelque chose de neuf. Et donc Alexis, Olivia l'a très bien résumé, il fuit la possible facture de la façon dont il a aimé, parce qu'il sait que la société est à ce moment-là ulcérée par son comportement amoureux, enfin le comportement amoureux de Don Juan. Et elle fuit. Elle, c'est une femme qui comprend à un moment où elle a une quarantaine d'années. Elle travaille dans une entreprise pas loin de Paris. Elle élève seule un enfant. Il lui manque toujours quelque chose. Il lui manque du fer, il lui manque de l'argent et il lui manque toujours une formation pour avoir le job d'après. Il lui manque du temps, il lui manque des orgasmes, il lui manque des gens pour parler, il lui manque des gens pour lui dire ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Et elle a le sentiment, de fait, de n'être même plus une femme, mais un déficit, de coïncider avec l'époque tellement elle se sent une dette, une carence. Et que dire de son histoire? C'est quelqu'un, je pense, parce qu'il y a tout le... Avant d'écrire un personnage, on se raconte toujours son antériorité, son background, et je pense que c'est quelqu'un qui a essayé justement de répondre à l'injonction des femmes avant elle. Quoi. Voilà, maintenant toi, tu es libre. Donc, elle a essayé de développer son indépendance, son autonomie, sa liberté. Elle a réussi, mais dans un environnement qui ne facilite pas ça pour les femmes, pas encore assez. Donc, elle est épuisée. Au moment où elle la trouve, cette femme, elle est épuisée et son corps lui dit, son corps lâche, il refuse ce qu'on appelle le burn-out, en fait, il refuse d'aller plus loin. Et elle va, au gré d'un décès dans sa famille, elle va se retrouver à télétravailler dans le Lot avec son fils. Elle est la somme de ses échecs. Hein. Écrivez-vous aussi à ce sujet. Elle n'est pas totalement vide, elle est au contraire emplie de ses échecs. Peut-être la seule chose qu'elle a vraiment réussi à faire, c'est partir, à sortir d'un couple qu'on dirait toxique dans le langage d'aujourd'hui, en tout cas dans cette relation qu'elle avait, qui ne la
c'est pas qu'il ne la satisfaisait pas, c'est qu'il réellement la consommait ou la consumait aussi à travers cette histoire-là. Ils vont se retrouver au même endroit, tous les deux. Ça va être dans cette maison donc maternelle, pour elle, entourée de rien, loin de la civilisation. C'est peut-être ça, le Far West. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le vide autour d'eux, qui fait quand même écho à ce moment-là de leur rencontre, à un certain vide intérieur, même s'il y a ce trop-plein d'expériences négatives. Ce vide, et puis le silence, quelle vertu va avoir le silence, ou a-t-il en général pour vous, Maria Porcher? Alors, il n'a pas les mêmes vertus pour moi que pour mes personnages. Donc, je commence par quoi? Par les personnages. Alors, cela d'ici, il y a quand même des... répondu un peu vite. Pour Aurore, elle cherche dans le silence les bienfaits qu'on cherche dans la 16, en fait. Elle y attend la réparation, elle y attend la guérison, elle y attend elle ne sait pas bien quoi, mais quand on n'a plus... j'ai souvent éprouvé que quand on est à bout de tout, de toute ressource, la seule façon d'espérer retrouver quelque chose, d'espérer retrouver une ressource, c'est le vide, justement. Et donc, c'est un entourage vierge de parasitage, c'est le silence. Le fait est que dans nos sociétés, c'est le plus grand luxe, en fait. C'est impossible d'avoir ça. C'est impossible, en fait, d'avoir ça. Et, parce que ça veut dire aucun parasitage, c'est pas possible. Donc, elle le trouve miraculeusement là. Ce qu'elle prétend ne pas attendre de ce silence, pour le coup, c'est précisément un homme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut se retrouver face à elle-même et face à l'arrivée d'une nouveauté. Mais alors, peut-être qu'elle se ment sur ce que c'est que cette nouveauté, mais elle doit imaginer plutôt... Une réforme de sa façon de vivre, atteindre d'autres plans de conscience, peut-être une autre spiritualité dans sa vie. Et puis en fait, ce qui va se représenter comme avant, c'est l'imperfection fait homme, quoi. Et à nouveau, elle va devoir se demander... voilà, c'est exactement ce qu'elle ne voulait plus. C'est la possibilité d'être consumée par quelqu'un. Et comme c'est une femme au sens classique du terme, elle ne pourra pas le laisser en l'état. Elle va devoir, comme beaucoup de femmes, elle se raconte que aimer un homme, c'est en accoucher. Donc elle sait vers quoi elle va. Elle va à nouveau devoir... elle ne pourra pas s'empêcher de le transformer, de vouloir en faire quelque chose. Et au moment où elle pensait pouvoir convertir tout son temps en ressources pour elle-même, ce que lui envoie la vie, c'est à nouveau, c'est pas quelqu'un à sauver, parce que c'est toujours à deux, c'est peut-être aussi elle qu'elle va sauver. Mais en tout cas, ce qu'on en attend, en général, c'est jamais ce qui se produit. Et ce qu'Alexis attend du silence et du vide, c'est la nuit, c'est l'oubli. Dans un premier temps, lui, il se dit que il va chercher sa propre cancel culture. Il se dit si je vais m'effacer, et il ne trouve rien de mieux que. Mais il n'y a pas de désert. Enfin, c'est ce que dit d'ailleurs toute l'histoire du western. Les héros sont toujours talonnés. Rattrapés par leur passé aussi. Ouais, et plus le western vieillit, plus le genre vieillit, plus on voit des héros très embrumés par leur passé, que tout vient miner, vient hanter, et ils ne sont jamais dans ce dans quoi ils voulaient se projeter. Ils ne sont jamais dans le neuf, ils ne sont jamais dans la liberté. Ils regardent toujours en dedans. Et pareil, c'est ce qui va y arriver. Là, il voulait le renouveau, la disparition, la remise à zéro, parce que lui il est radicalement héros de western. Ça ne marchera pas. Surtout dans une société de la transparence aujourd'hui, où tout se sait, où le droit à l'oubli n'existe plus. C'est ce qu'il a oublié. Est interdit. Il n'y a pas de lot, il n'y a pas de cause de lot qui tienne. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent les causes du lot, c'est effectivement le fantasme que peut nourrir les causes du lot. Mais non, là non plus. Ouais. Et le silence pour vous ? Le silence pour moi, c'est ce que je disais au début, c'est le plus grand luxe. Donc j'ai remarqué qu'à obtenir, c'est-à-dire la chose la plus chère, parce qu'il faut aller loin, donc ça coûte cher en billet de train ou en billet d'avion, il faut louer des endroits où personne ne viendra, où il n'y aura pas la 4G, il y a un coût, donc c'est quelque chose qui a un coût déjà, et c'est comme Aurore, pour le coup j'en espère toujours la guérison. Je fais intervenir le vide et le silence au moment où j'ai le sentiment que soit on m'a bouffé, soit que j'ai pas fait attention et moi je me suis vidée. Mais j'attends une nourriture en fait du silence.
Mais vous l'avez toujours aimé, ce silence? Ou enfant, ado, là où vous avez grandi, il pouvait là où avoir j'ai grandi, quelque chose de vertigineux. Là où j'ai grandi, il était imposé. Je vivais dans les Vosges, pas vraiment dans un village, c'était vraiment en lisière de forêt. Je passais beaucoup de temps dans la forêt. Il n'y avait pas de télé chez moi, il n'y avait pas de médias, il n'y avait que des livres. Mes parents n'aimaient pas trop l'agitation, donc ça, c'est souvent raccord avec ces familles-là. Voilà, le son qu'on pouvait écouter, c'était le violon de mon grand frère. Puis il jouait mal, donc. Mais donc le silence, ça a été mon environnement. Le silence, c'est mon autre parent, le silence. Donc il n'a jamais rien eu de vertigineux, il n'a jamais rien eu d'inquiétant. Mais plus je vieillis, moins je le souhaite. Voilà, j'ai mis une vie à comprendre que le côté extrêmement calme et vide de mon enfance, c'était parce que moi ça m'a fait lire, ça m'a fait écrire, c'était pas nécessairement une chance, que c'était quand même beaucoup mieux quand c'était peuplé. Et à partir du moment où on comprend ça, que la vie c'est de peupler le vide, eh bien c'est plus dur. Voilà, le silence a été un peu démonétisé pour moi. Voilà, le silence, la solitude, le vide, tout ça, c'est démonétisé, mais jamais vertigineux, non. Donc il est arrivé aussi à un moment où le silence est passé de subi ou imposé, comme vous le disiez, à choisi aujourd'hui. Donc, pour reprendre, Alexis va être accusé, mais vous l'aurez compris, d'abus, d'emprise, comme on dit aujourd'hui. Et puis, comme on ne peut pas totalement mettre ce mot ou des qualificatifs juridiques si on n'a pas les preuves pour l'étayer, on va parler de violence morale, de violence psychologique sur d'anciennes ou par d'anciennes conquêtes, enfin sur et par, puisque c'est elles qui vont être aussi les accusatrices. Dont une, Chloé, qui est une jeune actrice qu'il va rencontrer lors d'un examen d'entrée au conservatoire, et elle va finir par se suicider avec le sentiment, elle, d'avoir été complètement vidée par cette histoire, vampirisée par cet homme, et de ne plus avoir suffisamment presque de matière en elle pour être la comédienne qu'elle rêvait d'être. Ils vont donc se retrouver au même endroit, ça on l'a dit, et ils vont finir par sortir du silence, par le briser ce silence, par se raconter, par s'épancher, par passer presque au confessionnal l'un et l'autre, ou l'un de l'autre. Et c'est assez intéressant dans la manière dont vous l'écrivez. Pour ceux qui auraient lu peut-être pas encore Western, mais Feu, votre précédent roman, on va quitter cette fois-ci le monologue intérieur de Feu, des deux personnages de Feu, pour une sorte de récit de soi. Et forcément, consciemment ou pas, quand on essaye de se raconter à l'autre, on essaye toujours de s'arranger un peu, on essaye de chercher une raison, une justification à ses actes. Alors pour lui, ça va être notamment sur le fait qu'il a enquillé comme ça les conquêtes depuis qu'il est étudiant. Ça va être l'alliance d'abord entre le mental et l'animal. Vous écrivez, Maria Porchet, il portait la satisfaction de sa chair aussi haut que la satisfaction des critères intellectuels. Il avait vraiment tendance, quand il était étudiant, à lier les deux. Et puis une autre raison qu'il avance, façon plutôt lutte des classes, façon Pierre Bourdieu cette fois, que vous avez lu et relu, c'était cette envie de baiser, comme vous l'écrivez, les détentrices du code et repartir avec les clés, soit des femmes un peu plus haut placées socialement, d'entrer dans cet univers-là et d'en repartir donc avec les clés. Ça, c'est consternant, cette phrase-là, pour Aurore, dans cette manière de se raconter. Aurore, l'héroïne du roman. Consternant peut-être pour vous aussi, qui, comme une bonne partie d'entre nous, avez lu Maupassant. Hein. Cet argument-là, ça ne marche plus en 2023. En fait, il ne marche plus. C'est pas tant qu'il marche plus en 2023, c'est qu'il marche plus avancé comme explication exceptionnelle, puisque ce que dit Aurore, c'est qu'elle en a rencontré tellement pour qui ça avait été vrai. Et alors c'est plutôt quelque chose dont on crédite les femmes, dont des esprits un peu misogynes pourraient parler des femmes en disant la rhétorique du coucher utile, en fait. Et en fait, moi, je trouve que la rhétorique du coucher utile, elle est beaucoup plus... quand on fait attention, moi, j'ai interviewé des tas de mecs qui ressemblaient à mon personnage, je fais ça avant chaque roman. Cette rhétorique-là, elle est très présente chez les hommes. Et Aurore le sait.
En fait, elle connaît plein d'hommes à ces niveaux social qui ont comme invariant, finalement, pas forcément conscient, c'est là où on sort du utile, c'est pas forcément conscient, mais qui vont chercher, moi j'en ai vu plein aussi, qui dès le lycée vont avoir des amours socialement surclassés par rapport à l'endroit où ils sont. Mais c'est une volonté de progression, c'est une volonté de gradation dans l'échelle sociale, mais qui est dans le cerveau reptilien au début, qu'ils gardent toute leur vie. Et j'ai quelques copains qui sont assez décomplexés sur la question et qui ont une rétrospective sur leur vie sentimentale et ils disent ouais, c'est dingue en fait. J'ai toujours été chercher la fille du médecin, la fille du notaire, et puis après la majeure de promo, et puis après la mieux classée au tennis, et puis après c'est en disant que ça a été des relations très pédagogiques. Voilà ce que j'appelais les détentrices du code, pour repartir avec les clés. Peut-être parce que c'est comme la littérature, c'est aussi l'amour, le désir, une manière d'accéder à d'autres mondes que le sien. Une relation sentimentale, une relation d'amour est toujours conditionnée par plein de trucs qui n'est pas le sentiment. Et ça en fait partie. Et c'est pas pour ça que ça disqualifie la relation. On en est tous là, en fait. Vous voulez donner des noms ce soir de tous ces copains Absolument que vous avez interrogés pour nourrir le roman ? Il y en a peut-être qui sont là en plus. Donc, et ben voilà, je me perds moi-même. Donc Maupassant, donc Bel-Ami, donc ça c'est fait. C'est pas une référence que j'ai souvent, mais je l'ai tellement lu Maupassant que peut-être. Mais s'il y avait quelqu'un qui me déprimait, c'était Maupassant. Mais je l'ai lu avec avidité. Mais ce que Maupassant dit des femmes, mais quelle tristesse quoi. C'est des femmes qui... J'avais l'impression qu'elles passaient leur vie dans les maisons à regarder de l'argenterie ou à la frotter selon l'endroit de la classe sociale, selon leur classe sociale, où elles attendaient des mecs qui étaient des brutes qui sortaient en voir d'autres ou faire du cheval. Enfin, je me disais, mais... Et moi, je lisais ça très très jeune. Et j'avais en plus autour de moi dans ma famille des exemples. Je voyais effectivement des femmes qui ne sortaient jamais de leur maison et qui ne faisaient que souffrir de l'attente d'un homme qu'on leur avait dit être le leur depuis le jour où elles l'avaient épousé. Et je me disais, en plus c'est vrai. En plus c'est écrit 1823, mais c'est toujours vrai. Et il m'a fait très très peur moi Maupassant. Donc je le relis plus. Et qui vous a rassuré ? Pas la vie. Non, mais dans les livres. Non, c'est facile, c'est très facile. Et en plus, pas complètement vrai. L'auteur qui m'a rassurée, c'est Romain Gary. À plein d'endroits. Il m'a rassurée quant au fait d'écrire. Parce que, justement, ces auteurs-là, les Maupassant, les Flaubert, les Parfaits, en fait, ou même plus tard, les Michon, les Schnoz, j'avais l'impression que la littérature référait à une perfection, qu'elle soit grammaticale, stylistique, sociologique, quelque part, et que je ne pourrais pas, parce que moi, je suis très désordonnée. Et quand j'ai lu Romain Gary, j'ai commencé à lire Romain Gary en lisant Les Enchanteurs, et puis après en lisant ceux qu'il avait signés à Jarre. Et il prenait tellement tous les sens interdits de ce que j'avais pris pour l'ordre littéraire, et c'était tellement bien, et c'était tellement juste, ça atteignait toujours ce que moi j'éprouvais comme vérité, mais sans jamais en avoir vu le reflet dans ce qu'on me donnait comme étant la vérité, que je me suis dit, si on peut écrire comme ça, si la fonction de la littérature, ça peut être ça, mais je vais quand même le faire. À un moment où j'abandonnais tristement ce rêve. Et puis Romain Gary, c'est quelqu'un qui dit que le réel n'est qu'une proposition, en fait. C'est qu'on a absolument toute latitude pour en faire autre chose. Donc lui, il allait très loin, il allait tragiquement loin dans cet exercice. Enfin, tragiquement peut-être pas, parce qu'il l'a décidé, donc c'est pas une tragédie. Mais et ça m'a vraiment servi de religion. C'est-à-dire que tout ce que le mal que m'avait fait Maupassant et Balzac aussi. Hein. J'ai pas fait de la sociologie pour rien. Hein. Je pense que Romain Gary l'a pulvérisé. Ouais. Et il décrivait bien les femmes, Gary, à Jarre, pour vous ? Il les décrivait avec adoration. Je crois que Gary mettait les femmes et le féminin en général très haut. Romain Gary, c'est lui qui a dit qu'il n'y avait plus de littérature possible après Auschwitz, s'il n'y avait plus de... Mais s'il y avait un espoir dans l'humanité, c'était les femmes. Donc c'est un peu trop.
Je veux dire, voilà, je dis pas que c'est nous donner trop de crédit, mais c'est nous faire porter beaucoup. Et voilà, lui, il dotait les femmes de tous les pouvoirs de rédemption et de réparation. Il allait toujours chercher ça chez les femmes, et parfois la facture a été lourde aussi pour lui et pour elle. Donc non, je crois pas que c'est le meilleur, c'est le meilleur sur la question. Et alors j'en viens à l'amour. Est-ce que du coup l'amour qu'on raconte depuis le début quand même comme une aventure telle qu'elle va se présenter, en tout cas probablement à eux aussi, est-ce que pour vous c'est un territoire aujourd'hui extrêmement codifié, ou est-ce que ça reste un Far West? Parce que c'est pas très clair dans ce qui se joue aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Un Far West sans loi réellement écrite, si c'était quand même la loi du plus fort. Alors c'est Far West du fait qu'il y a un danger, du fait qu'il y a un risque, qu'on ne ressentait en tout cas pas aussi cuisant auparavant. Enfin, ça ne fait que quelques années, ou même j'ai envie de dire quelques mois, que alors c'est aussi vertueux, hein, les efforts de correction et d'autosurveillance chez certains hommes, mais il y en a quand même beaucoup qui se demandent, et progressivement les femmes aussi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, à quel moment je blesse quelqu'un. Il y a des gens qui ont envie d'aimer en compagnie d'un sensitive reader, tellement ils savent pas en fait. Ça c'est le western, c'est-à-dire que ce qui intensifie et ce qui meut l'action ou l'absence d'action, c'est la peur. C'est un truc, parce que le danger est réel. Ça peut tirer, quoi. Ça peut tirer. Et alors, c'est des peurs abusives, parce que de là à ce que quelqu'un aille porter plainte contre quelqu'un d'autre, il faut un acte sévère et pénalement qualifié. Mais les amoureux ont parfois l'impression que ça aussi, c'est trouble. Tu vois, donc, ouais, il y a vraiment une peur, et qui n'est même pas générationnelle, qu'on peut trouver... Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai gardé un enfant de 11 ans qui a l'habitude de me parler. Et quand je suis allée le chercher, il m'a dit « Mais je peux te poser une question, est-ce que c'est grave d'être un garçon ?» Et c'était pas de la frayeur, mais c'était un début de quelque chose de... Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui m'observe, qui me regarde. Et ça, c'est le Far West, déjà. Et vous lui avez répondu quoi? Oui, bien sûr. J'ai dit, pas de bol, on ne choisit pas. Non, j'ai dû lui sortir un truc sur sans absolument aucune importance. Hein. Tu vas y arriver. Non, j'ai surtout beaucoup posé de questions, moi, sur pourquoi il disait ça. Et du côté de l'écrivaine, est-ce qu'on écrit aussi avec ses peurs, avec ses propres peurs? Ah ben, on écrit même pour ça. On écrit pour qu'elle soit dehors. Oui, moi, j'écris... Déjà, on écrit talonné par la peur de pas arriver à dire ce qu'on va dire. Ça, c'est à dire ce qu'on veut dire, de pas parvenir à attraper la phrase et de réussir à figer le mouvement dans une phrase, le mouvement qu'on l'a vu faire, parce que les phrases, on les voit tourner, on les tourne en nous, puis on les voit tourner. Et moi, ma peur, c'est de pas saisir le mouvement que j'entends ou que je vois, de pas réussir à le cristalliser dans une phrase imprimée. Ma peur, elle est plus stylistique, et parce que la langue pour moi c'est quelque chose de très vivant, donc j'ai parfois peur de pas la dompter, qu'on s'entende pas, que j'arrive pas à l'adresser. Et sinon j'écris plus avec moi j'écris plus, je pense, avec la colère, l'indignation, l'impatience, l'interrogation. C'est plus ça les passions qui agitent mes livres, enfin, qui agitent qui sont mes raisons d'écrire. Et d'ailleurs, il y a plus de colère dans cette écriture, ou quelque chose de beaucoup plus vif dans ce roman western que dans Feu, où il y avait beaucoup d'humour qui désamorçait souvent la charge, en tout cas dans votre écriture. Là, vous avez fait le geste vous-même, donc c'est pas un mauvais jeu de mots avec le titre western, mais il y a un côté écriture au lasso, hein, vraiment, dans la manière dont vous avez... C'est absolument la honte. C'est vraiment... je l'avais éteint. J'ai été à ça de dire éteignez vos téléphones. Mais pardon. Écriture au lasso?
la Oui. colère plus Ah oui. que... L'humour Ouais, avait moins sa place dans ce livre-là. Alors, ça dépend des lectures. Mais moi, je suis d'accord avec vous que effectivement le curseur de l'humour est un tout petit peu plus bas parce qu'il y a peut-être un peu plus de tragédie. Parce que le western est une tragédie. Ça, c'est l'héritier, en tout cas. Mais d'autres lecteurs me disent que non. Il y a des gens qui sont présents dans la salle, qui ont ri à toutes les pages, mais parce que il y a des formes d'ironie qui font froid dans le dos à certaines personnes, et puis qui amusent les personnes qui auront vécu autre chose. Donc, ça dépend. Mais vous, Moi, quoi. vous l'avez écrit avec quoi? Plus avec la colère, pour le coup, alors. Avec plus de gravité. Alors, c'était le mot que j'allais employer. Ouais. Donc, vous aviez quand même Ouais. conscience en l'écrivant d'une certaine gravité. Oui. J'avais vraiment... je me sentais avec feu, même si j'essayais déjà de saisir ce que je disais quant au masculin, quant à la place du masculin et à la place du féminin. Il y avait quelque chose d'universel, de la passion, en fait. Je voulais dire un universel de la passion. Là, je me sentais vraiment en prise avec... c'était brûlant. Je me sentais plus en prise avec un instant de mon environnement, de mon monde, et que cet instant me regardait aussi. Donc ça m'effrayait parfois. Et puis des gens à qui j'expliquais mon projet me disaient aussi que c'était grave, que c'était pas anodin d'écrire là-dessus. Certains même m'ont dit qu'il fallait pas forcément le faire, mais par instinct de protection. Et donc oui, il y a nécessairement plus de gravité. Il y a plein d'endroits où je me suis beaucoup amusée. Quand je fais la sémantique de la relation, du discours amoureux d'Alexis, de ses échanges de textos avec Chloé, je me suis énormément marrée à faire ça. Et puis Alexis, il y a certains endroits de sa cavale qui m'ont bien fait rire. Voilà. Voilà, c'est à ces endroits-là, je pense que ça se voit. Ouais. Il y avait la peur, quand certains vous mettaient en garde, c'était éventuellement la peur des retours que vous pourriez en avoir. Oui. Si vous ne condamniez pas tout simplement cet être c'est ça, c'est le à côté, la fois pervers narcissique qui met cette jeune fille sous emprise, enfin tout ce qu'on dit aussi aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait tu le peux risque pas, de cautionner. Voilà, tu peux pas interroger des choses sur lesquelles on appelle franchement à la condamnation. Sauf que pour moi, Alexis, il n'est pas pénalement criminel. C'est Don Juan, c'est la brute. Donc son crime, il porte atteinte il est coupable de violence morale, de violence symbolique. Il porte atteinte à l'âme, aux émotions de quelqu'un. Et ça s'interroge. Ça ne peut pas se saisir dans une dénonciation brutale. C'est ça que je voulais regarder. Donc si c'est ça son crime. Si j'ai rencontré des avocats, des journalistes à qui je demandais d'essayer de me décrire ce qu'on appelle violence morale, et donc je le restitue dans le texte, c'est très compliqué pour eux. Ce n'est que nuance et complexité. Ils ne parlent que de ça. Eux-mêmes ne savent pas. Certains même en appellent à... On ne peut attendre quelque chose que des sciences ou de la médecine pour nous aider à qualifier la violence morale et pour nous aider à trancher dans ces dossiers-là. Mais la médecine elle-même ne peut pas. Enfin, j'ai aussi posé la question à des psys. C'est un vaste champ de nuances avec des risques d'erreur monumentaux, quoi. Et donc, on ne peut pas trancher là-dedans. Et c'est tout ça que je voulais faire ressurgir. Mais les amis protecteurs dont je parle, qui n'ignorent pas dans quel environnement on est, me disaient « Mais tu vas te faire allumer. » Déjà, mettre ces notions Don Juan, MeToo, cancel culture, amour en même temps, dans le même... c'est autre chose, quoi. Et vous n'avez pas pris peur? Vous les écrivez pour qui, ces romans? Ce roman-là, tout particulièrement. Vous n'avez pas peur du regard des autres? Non, il m'intéresse. Il m'intéresse comme confrontation. Mais si on a peur du regard des autres, alors là, moi, ça me renvoie dans les Vosges, à mes forêts, quoi. C'est précisément comment dire, le modus vivendi dans lequel je n'ai pas du tout envie de retourner. Donc non. Le regard de tout le monde ne m'intéresse pas. Après,
l'hygiène à trouver, la science à trouver, c'est de pas être atteint par les regards que j'estime inintéressants ou incompétents ou frustres. Voilà. Mais parce que si le regard des autres comme globalité vous intéresse, vous êtes mort. Hein. Mais le regard de beaucoup de gens m'intéresse. Et j'écris pour eux. J'avais envie de vous laisser lire un extrait non prévu. Avec plaisir. Alors, c'est pas un échange de textos parce que le journaliste choisit. Je vous donne à peu près le passage, mais comme c'est un peu long, on ne pourra pas tout lire. Il faudra. Je parle pendant que vous choisissez. Bien sûr. Ah oui, vous voulez que je prenne un extrait? Oui, parce que, en fait, le journaliste qui va décider de raconter et de publier l'histoire autour de Chloé, cette actrice. Qui va se donner la mort, qui se suicide, a accès à toute la correspondance entre les deux. Par pudeur, par retenue pour la défunte, il ne va pas mettre ses textos à elle, mais il va reprendre une bonne partie des plus de 10 000 textos qu'en moins d'1 an, plutôt 6 mois, Alexis lui a envoyés. Et ce qui est intéressant dans la manière dont Maria Pourchet le raconte, et peut-être vous en lire un extrait, puisque vous venez de nous dire que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à écrire ces échanges-là, cette partie-là, c'est que tout ça va aller sur un mécanisme qu'on dirait établi aujourd'hui, c'est-à-dire crescendo, avec des moments de... je le ferai moins bien que vous, mais toujours dans cette dialectique maître-élève où il va finir par vraiment établir son ascendant sur elle. Ça y est, vous avez trouvé? Sinon, je continue. Je me souviens plus que c'était très long, mon Dieu. Oui, c'est long. Il faut prendre peut-être un des stades. Ouais. Alors, vous avez une idée? Là où vous m'avez... Ah, j'ai perdu, pardon. C'était quelle page? Bon. Vous voulez qu'on laisse tomber? On a le temps ou pas Non, je vais retrouver, c'était une très bonne idée. Quelle page Oh là là, il est long ce livre. Il y a de l'italique. Alors. Il y a des italiques. C'est là où il y a des italiques, ouais. Ouais. Alors, ça va? Vous tenez le coup? il fait un peu chaud. Et vous écrivez beaucoup de textos quand vous êtes amoureux? Ne le faites plus. Oh là là. Non, mais on peut remettre ça. Voilà, on remet ça plus tard. S'il y a quelqu'un qui connaît la page concernée. On va laisser monter le. Je peux la retrouver. Hein. Ah, attends. Voilà. Voilà, non. On peut parler de Don Juan pendant ce temps. Hein. Oui, parlons de Don Juan, je vais retrouver. Ouais. Ah non, mais sur ce passage, moi je le retrouve pendant ce temps. D'accord. Juste avant de parler de Don Juan, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'en fait, finalement, à travers ces messages, une fois encore, ça passe par les mots. C'est là où on imagine un délice ou un plaisir pour l'écrivaine que vous êtes à imaginer aussi salace, tordu, pervers. Il peut l'être. Tout s'organise et vous l'écrivez, vous le racontez. En fait, il l'a fait exister. Il devient son Pygmalion, mais elle devient sa créature amoureuse à travers le discours qu'il fait d'elle. C'est aussi ça, il l'a construit avec ses mots. Et il la vide de sens en même temps. Ouais, c'est là son principal crime. C'est ce qui se dessinait dans le Don Juan de Molière, c'est que devant la principale arme de Don Juan, c'est même pas son physique, c'est un aristocrate, mais c'est pas sa position sociale. En fait, ce que décrit Molière, c'est son bavardage. C'est que donc la langue, c'est ce qu'il y a de plus inégalement maîtrisé. Hein. C'est là où se joue au début les rapports de pouvoir dans les relations sentimentales. Et donc voilà, déjà, le Don Juan de Molière établit déjà un rapport hypnotique avec les femmes. Et donc j'ai gardé ça parce que c'est quelque chose qui joue énormément sur le narcisse de Chloé. C'est-à-dire qu'il ne lui laisse pas le temps il établit un rapport hypnotique d'abord et sédatif ensuite, où il envoie tellement d'énoncés pour la décrire, pour lui dire à quel point elle est belle, pour la surévaluer, pour lui prêter même des caractères qu'elle n'a pas, pour en faire une. Quelque part, il a beaucoup d'instinct, donc il a percé la femme qu'elle voulait être. Il sait très bien qui elle veut être, et donc il lui raconte dans le langage amoureux qu'elle l'est déjà.
Et donc, c'est ça que j'appelle le rapport hypnotique et le côté psychotrope du langage amoureux. Et le jour où ça s'arrête, quand ça s'arrête sur un personnage fragile, au narcisse blessé comme Chloé, qui finalement ne finissait par se vivre femme que dans le reflet vocal et écrit que lui ont donné Alexis, le jour où cette perfusion-là stop, et ça arrive à un très mauvais moment pour elle, elle n'a plus rien, elle n'a plus rien dans les veines en fait. Et ça, c'était une addiction en fait, il avait déclenché une addiction. J'ai retrouvé le passage. Ah, parce qu'elle, enfin, il y en a plein, mais je vous propose celui-là. Je fais celui-là. tomber le bouquin. Non, on ne perd plus la page. J'ai fait un... On peut peut-être aller là-dessus. Et parce qu'elle n'existe finalement que dans le miroir de son téléphone portable à la fin aussi. Elle ne se voit plus que là-dedans où les messages tombent. C'est des avalanches de messages jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. D'accord. Ça n'allait pas ? Non, je regardais où c'était situé. C'est peut-être mieux qu'on commence sur deuxième temps. Non, c'est vous le chef. Sinon, je me dis que... Donc alors, le journaliste qui étudie le langage amoureux de Chloé isole 5 temps dans ce qu'il appelle le donjuanisme aujourd'hui. Le donjuanisme qui s'exerce par le langage. Donc le premier temps, c'était le ravissement, et le deuxième temps, c'est la contrainte. Deuxième temps, la contrainte. L'article de fond accorde une attention toute particulière aux énoncés qui encadreraient l'épisode du premier rapprochement sexuel. Dans les 48 heures qui le précèdent, Alexis envoie 167 messages, à croire qu'il n'a rien à faire ou qu'il écrit en travaillant. Pas impossible. Dans la mise en scène du Don Juan qu'il répète alors, celui-ci est accessoirisé d'un smartphone. 167 messages où la débauche verbale comme échec momentané d'un désir qui ne peut trouver d'autre expression dans l'instant. Flot ininterrompu d'aveux de fébrilité, d'émoi, de détresse, de folie, d'égarement, rappelant jusqu'à la caricature le jaillissement séminal et la jouissance qui tarde. Quand je lis ton nom sur le téléphone, je pourrais exploser de joie. J'ai une énergie incompréhensible. Je suis restée debout toute la nuit. J'ai envie de crier ton prénom, Chloé, 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 Chloé. Une écriture de puceau, diraient les spécialistes, d'impuissant, diraient les lacaniens. Mais Chloé, qui n'est ni l'un ni l'autre, est simplement submergée. On la noie. Je vais t'embrasser, je suis fébrile, je compte les heures, les secondes, je serai à la gare, je sais, tu voulais pas, j'espère que tu m'en voudras pas, et si tu m'en veux, tant pis, j'en peux plus, je serai là. Je. Le ressassement du jeu et la description compulsive de son impatience, laissant toujours moins de place au désir du destinataire, sa forme, son rythme. Chloé affirmera qu'à ce moment-là, elle est très troublée et ne sait plus dire non. CQFD, écrit le journaliste. En affirmant sa présence à la gare, ou là où on ne l'attendait pas, il fait toujours l'aveu de son élémentaire programme s'imposer. Les messages qui succéderont à la première nuit sont un cas d'école. 320 messages en 3 jours, où le langage n'est plus exploité que comme zone érogène, zone de contact entre l'un et l'autre. En d'autres termes, Alexis se frotte. C'était merveilleux, j'en veux plus, je me caresse, je ne jouirai pas avant que tu reviennes, reviens, j'ai besoin de t'embrasser avec le goût de mon sexe sur ta bouche, j'arrête, mais comment te cacher que je suis très dure, c'est infernal, je bande en voyant ton nom s'afficher, écris-moi, j'ai ton odeur sur les mains, partout, tu dors, tu es nu, une photo par pitié, montre-moi tes seins, j'ai gardé ta culotte, je ne te la rendrai pas, j'ai 15 ans, non à 15 ans je n'aurais pas osé te dire, je vais te prendre pendant des heures, je veux t'entendre crier, on se retrouve pour dîner, je commande quoi? Je n'ai rien commandé, j'espère que tu n'as pas faim, j'espère que si je rêve que tu me suces dans l'entrée jusqu'à je vais jouir sur toi. Répétition intense des thèmes, des métaphores. Répétition continue du message dont on connaît depuis les études behavioristes sur le comportement. Donc on connaît depuis les premières études behavioristes l'effet sur le comportement des foules, l'effet coercitif sur le cerveau. Le sujet s'en trouve privé de tout retour critique, en proie à une pure et simple paralysie du jugement. Peu à peu, il adopte le message répété comme consigne. Il le fait sien. L'assimile en croyant l'avoir produit. Symptomatiquement, à cela, Chloé ne répond plus alors que « moi aussi » ou « pareil » ou « moi aussi j'ai envie », restitue le rédacteur transigeant avec son idée de la profanation. Parce que dans l'article, il annonçait qu'il n'allait pas reproduire les articles de Chloé, les textos de Chloé. Don Juan. Don Juan à la manière de Maria Porcher. Merci pour cette lecture totalement improvisée. Hein, ah oui. vous aurez remarqué.
Non, ce Don Juan, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même aujourd'hui, depuis Molière, mais même avant, une figure archétypale. Et que vous avez choisi à un moment de vous en saisir, alors que ce qui n'est pas évident avec Don Juan, c'est qu'elle est déjà quand même passée, cette figure, entre plusieurs mains, ou lui, en tout cas. Comment est-ce que vous aviez envie de, peut-être pas de déboulonner le mythe créé par Molière hein, sur cette figure, mais en tout cas de le confronter peut-être à l'époque? Ouais, je trouvais que c'était vraiment la métaphore, la figure de style la mieux pour exprimer le moment socioculturel dont je parlais tout à l'heure. Puisque Don Juan, j'en ai parlé tout à l'heure, le Don Juan de Molière, donc le séducteur compulsif, brut, abandonniste, bavard, meurtrier. Sauf que dans le Don Juan de Molière, il tire vraiment sur quelqu'un, pas métaphoriquement, mais qui fuit une société ulcérée, qui ne veut plus de lui, mais parce qu'il a tué le commandeur essentiellement. À l'époque de Molière, on n'interroge absolument pas la misogynie de ce mec. Il est pas, puisque c'est pas de la misogynie, c'est de l'aristocratie. C'est normal d'épouser des femmes de classe sociale inférieure et de les laisser parce qu'on est tombé amoureux de leur femme de chambre. Limite, on trouve ça. Et Don Juan, même si effectivement, comme vous dites, il est passé dans plein de mains, mais c'est ça que j'aimais cette figure, parce que Don Juan lui-même, les Don Juan qu'on connaît, tout le monde l'aurait passé dessus aussi. Donc j'aimais bien ce truc. C'est le propre de Don Juan, c'est sa fonction sociale. Et il est très paritaire sur la question, très égalitaire. Et c'est un miroir qu'on a très longtemps, c'est une figure qui a été abusivement sympathique. Moi, je me souviens, dans mon enfance, c'était un compliment, presque. C'était un miroir dans lequel beaucoup d'hommes, homo hétéros, aimaient se regarder aussi. Aujourd'hui, mais plus personne ne veut se regarder là-dedans. C'est vraiment, mais c'est la raclure, quoi. C'est vraiment celui qui aime mal parce qu'il aime s'en regarder, parce qu'il n'aime pas, parce qu'il n'aime que lui. Et rien et c'est arrivé quand même d'un jour à l'autre, presque. C'est arrivé en 10 minutes. Et c'est ça que je trouve formidable dans cette figure-là. Et c'est en ça qu'elle est riche, elle est très dynamique, comme beaucoup de figures, de figures empruntées par Molière. On peut faire la même chose avec le Tartuffe. J'aurais pas pu prendre Richard III, par exemple, ça marchait pas. Il fallait Molière, et puis il me fallait aussi Molière pour dire au lecteur, voilà où on est. Hein. On n'est pas, on est au spectacle, et au spectacle va répondre le spectacle. Et ce que Molière décrit, c'est un spectacle social où il n'y a finalement à la fin pas d'ennemi, à part il y a un ennemi commun qui est l'hypocrisie, où il n'y a pas de vainqueur à part la morale. Parce que la morale, elle peut même triompher d'elle-même, comme elle est tellement dynamique et qu'elle change en fonction des intérêts des puissants, chez Molière, elle gagnera toujours. Donc, commencer sur une scène de Molière et dire c'est Don Juan, c'était rappeler cette connivence-là qu'on a avec le lecteur, de dire voilà, on est là. Et d'ailleurs, on glisse de Molière à Shakespeare à un moment aussi, on glisse de Don Juan à Hamlet. La morale, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'en commençant ce roman, vous connaissiez déjà la fin que vous vouliez lui donner? C'est-à-dire, est-ce que vous aviez pensé à la morale de l'histoire, sur une histoire, somme toute, amorale, selon les critères d'aujourd'hui? Non, alors ça, j'y pense jamais. Et c'est parce que c'est un délice de l'écriture que je veux vraiment préserver. Il y a un moment où les personnages, ils prennent vraiment corps. Ou une fois qu'ils m'ont dit ce qu'ils avaient dans le ventre. Et là, comme il y a une confession d'Alexis et à Aurore et inversement, et qu'avant de l'écrire, je ne la connaissais pas complètement, je ne savais pas encore ce qu'ils étaient capables de faire ou pas. Je ne savais vraiment pas si mes personnages... Ça m'intéressait de savoir, à ce moment de leur vie où ils sont chacun la somme de leurs échecs amoureux, pour des raisons différentes, ça m'intéressait de savoir s'ils étaient capables de le faire ou non, d'aimer encore ou non, de se laisser aimer ou non. Donc non, je ne le savais pas. Je savais même pas si ça allait être comme chez Molière où le personnage allait jeter dans les bras du commandeur pour en finir, quoi, comme chez Molière, en fait, où il y a quelque chose de suicidaire dans le Don Juan de Molière. Et puis à un moment, le Don Juan d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'il a pas... Il est plus vital, en fait. Il est à la fois plus vital et plus lâche. Il n'est pas aussi tragique que Don Juan.
lui, il a pas envie, quoi. Il veut encore faire un dernier tour de piste. Il dit, merde, j'ai tué personne, quoi. Ce que Don Juan ne pouvait pas dire, en fait, parce que lui, il a clairement tué quelqu'un, même si on s'en fout un peu, mais c'est pas ce que la société lui reproche. Mais ce Don Juan-là, il essaye de se cacher, il n'y arrive pas, et il rate plusieurs fois sa sortie, en fait. Il s'accroche encore un peu, parce que je le prends au moment où il est en train de changer de plan de conscience. Il est en train de regarder ce qu'il a fait. Et avant, personne ne lui a expliqué qu'en fait, qu'il s'en doutait, hein, qu'il allait avoir des conséquences. Là, il est face aux ses conséquences, mais pour autant, il n'est pas tragique. Ce n'est pas un héros tragique. Il s'accroche. On disait tout à l'heure, vous avez, on parlait de Feu, de son style qui joue aussi avec l'humour. Et en même temps, Feu, vous me disiez une fois que vous l'aviez écrit dans la douleur, que c'était un roman en tout cas qui a été écrit dans une période, un moment de votre vie, et peut-être le roman lui-même, écrit dans et par la douleur. Et là, quand vous parlez de western, tout en disant que vous avez adopté un ton plus grave, en tout cas un style plus grave, qui allait avec le sujet, vous en parlez avec énormément de sourire. C'est-à-dire que vous êtes amusé à écrire celui-ci ? Parce que j'y suis moins. Ouais. Genre, j'ai moins... Dans Feu, j'ai vraiment utilisé toute ma vie, quoi. J'ai vraiment... c'est une fiction, mais il n'y a pas une émotion, il n'y a pas une blessure, il n'y a pas un truc qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, dans une proportion ou dans une autre, il n'y a pas un moment, ça ne m'a pas traversé. Même entre 17 ans et... Alors j'ai brouillé les époques et tout ça, mais je prête à une femme de 40 ans des expériences que j'ai eues à 20 ou des trucs comme ça, mais j'ai fouillé tellement loin que je me suis blessée presque dans ce livre, dans Feu. Dans Western, je suis loin. C'est ça qui est formidable avec le roman, c'est qu'on peut adopter le point de vue qu'on veut. Donc là, j'ai un peu un point de vue, ce que Giono appelait le point de vue de Sirius, où vraiment il est un peu galactique, quoi. Je peux me rapprocher quand je veux. Je vois les choses de tellement loin que il y a presque de l'arrogance dans ce point de vue-là, parce qu'on peut jouer un peu avec les personnages. Parfois, on peut un petit peu se moquer. Parfois, c'est le point de vue le plus agréable pour le romancier parce qu'il est joueur. Et il est joueur, désengagé. Et c'est celui-là que j'ai pris. Ça faisait longtemps que je l'avais pas adopté. Et on se marre. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, et c'est aussi écrit, notre rapport à l'amour, il est toujours né dans l'enfance, écrivez-vous, Maria Porcher. Est-ce que c'est la même chose pour votre cinéphilie à vous ? Est-ce qu'il y avait déjà du western dans vos soirées le mardi soir ? Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de télé chez moi, mais il y en avait parfois une qui était sous clé, dans un petit écran. Je suis même pas sûre qu'au début c'était pas du noir et blanc, et que mes parents sortaient pour des rendez-vous qu'ils estimaient cinéphiliques, et c'était beaucoup de western. Je sais pas pourquoi, parce que ça devait leur sembler... Vraiment, je ne sais pas. Ou alors c'était simplement les goûts de mon père, ou ça faisait circuler une morale qui leur semblait relativement saine. Je ne sais pas. Et donc oui, moi, j'ai une banque d'images. Ma pensée réfère énormément à du western. Quand je rencontre des gens, il peut m'arriver de les référer à des personnages de western, ou simplement ce que je trouve beau, c'est des paysages minéraux, calcaires, écrasés par le soleil. Je trouve ça beau. Voilà, qu'il n'y ait pas la mer. J'ai pas un rapport encyclopédique au western. Hein. J'ai un rapport rêveur. C'est vraiment c'est des images mentales. Vous écrivez dans Western, à un moment, il y est question du journaliste. Recruté in extremis par le western, il semble d'accord pour y jouer son rôle éternel, celui qui imprime le mythe et qui se fait descendre. À l'Ouest, c'est souvent l'imprimerie qu'on saccage en premier, et le rédacteur partage avec le télégraphiste le privilège de mourir à la tâche. On verra. Ça fait penser à L'homme qui tua Liberty Valance, ouais. À cette idée que la légende, quand elle est plus belle, en tout cas que la réalité, quand elle la dépasse,
il y a cette fameuse phrase « imprimer la légende ». Exactement, ouais. Je l'avais beaucoup en tête, cette phrase. Et c'est pour ça qu'il se fait descendre, d'ailleurs, qu'il se fait toujours descendre, le journaliste. Parce que, mais pas là, pas dans ce western-là. Au contraire, il est recruté aussi par le western, mais il a une autre place. Il est beaucoup plus en sécurité. Il tire de beaucoup plus loin. Il n'est pas sur le théâtre de l'opération. Alors que dans tous les westerns, alors là vraiment, mais on peut tout prendre. Hein. Walsh, Peckinpah, Wayne, Clint Eastwood. Ce motif du journaliste qui est une figure hyper vertueuse et il ne collabore quasiment jamais. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Qui va et qui a en général a mis souvent ses deniers dans sa propre imprimerie. Et il se fait toujours descendre avant la fin. Il y a 2 invariants. Il y a le juge qu'on attend en ville qui n'arrive jamais. Et il y a ça. Il n'arrive jamais parce que c'est une autre loi qu'opère. C'est pas cette loi-là. On ne peut pas supporter la lenteur de la loi pénale. C'est propre au western. C'est aussi pour ça que pour moi ça résonne vraiment avec l'époque. La justice prend trop de temps. Donc opère une loi instinctive, émotionnelle, rapide, très très violente dans ses condamnations et dans son anonymat. Et ça, c'est déjà le western. Et puis c'est aussi la question de ce qui fait le bon récit, question que peut-être que le romancier peut se poser aussi. Est-ce que la vérité, est-ce que la réalité fait un bon récit? Peut-être pas forcément. Non. Eh bien, on revient à Romain Gary. Comment votre cinéphilie a nourri votre écriture? On parlait des westerns, mais il y a dû y avoir d'autres films dans votre vie. Comment elle nourrit votre écriture, elle la transforme, choisir justement comme titre de ce roman un genre cinématographique? Est-ce que ça a aussi influencé la manière d'écrire ce livre? Ah oui. Oui, là j'avais vraiment en tête... En général, quand j'écris, il y a toujours une BO, il y a toujours de la musique, soit que je la prête à mes personnages, je pense que c'est leur musique favorite. Là, c'est la première fois où j'ai écrit sans musique, où il n'y avait pas la BO du manuscrit, parce que j'en avais pas besoin. C'était vraiment la banque d'images, le rythme, c'était ça. Chaque chapitre, pour moi, correspondait à une image de western. Le train qui arrive, quand je dis... les troupeaux qui arrivent au Texas, à Abilene, et qui montent dans les trains, parce qu'on transportait aussi les bêtes comme ça. J'avais des images comme ça, et j'imaginais un truc comme ça dans le Lot, par exemple. Et ça me permettait d'écrire un chapitre. Ou ce que vous venez de lire, le journaliste qui se fait saccager l'imprimerie, au moment où j'écris ce truc avec les textos, ce qui vient dans ma tête, c'est une imprimerie en feu dans un film de Walsh. Voilà, mais ça. Et pour le rythme, oui, il faut aller vite. Le western n'en a pas le temps, puisqu'on va toujours se faire descendre. Et en plus, j'écrivais dans un endroit qui ressemble à ça. Donc sur les côtes du Lot, précisément, mais dans une sauvagerie parfaite. J'avais même pas de réseau téléphonique et tout ça. Et donc j'avais moi-même un peu peur, même si peu de Vosgiens ont peur de ça. Mais quand même, je me dis, ouais, là, c'est chaud quand même. Hein. Et s'il y a un sanglier, je ne sais pas quoi faire. Hein. Et donc, tout ça, je m'étais mis dans un univers comme ça. Limite, j'aurais bien aimé avoir un fusil dans la baraque. Et ça oui, ça imprime vraiment le galop de l'écriture, plus que dans les autres. Est-ce que la rentrée littéraire, c'est un moment où vous aimeriez battre en retraite? Non, là je peux pas dire. Elle se passe bien. Je pense que, notamment le taulier Arnaud Catherine m'a dit qu'il ne supporterait pas que je me plaigne. Non, c'est sportif. C'est très sportif. Mais parfois, il y a des moments... Alors, j'ai eu des rentrées littéraires très calmes, très silencieuses. J'ai eu des rentrées littéraires dans l'indifférence générale. Donc je peux faire la différence. Donc je vais pas dire que là j'ai envie de battre en retraite. Après il y a des moments où mais c'est plus lié là il se trouve qu'avec Western j'ai un petit succès, comme ça va durer 5 minutes, je peux le dire sans avoir l'air de me la péter. Voilà, et ça c'est plutôt ça le truc qui peut donner envie de battre en retraite, c'est que quand il y a un succès, donc il y a un faisceau lumineux sur c'est mécanique, en fait. Quand on éclaire un objet, ça crée de l'ombre quelque part. Et dans cette ombre-là, peut se développer des formes d'hostilité ou d'animosité que je ne connaissais pas, que j'avais rapport aux rentrées littéraires dans l'indifférence générale que j'ai pu avoir parfois. Et c'est ça qui
ça aussi, c'est le western, en fait. Donc, c'est parfois se faire, boum, d'un coup, au détour d'un post Instagram ou d'une question, se faire allumer, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, ça, mais pas de là à battre en retraite. Mais puis voilà, on est dans le même champ référentiel, donc je me dis que tout va bien. Ça durera 5 minutes, mais c'est oublié que vous êtes sur la liste des prix littéraires aussi, de certains qu'on nommera pas pour pas se mettre la pression. Ouais. Du coup, donc ça va durer un peu le plaisir non, ou la j'avais complètement souffrance. oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, je suis allée taper votre nom sur Google quand même pour voir si... pas du tout d'ailleurs si je trouvais quelque chose de croustillant, mais je ne sais pas. Et vous savez, il y a toujours cette rubrique sur la droite que j'aime bien, c'est les internautes recherchent aussi. Ah oui, oui. Et j'ai regardé à qui l'algorithme vous avez associé. Ça va être atroce. Ouais. Non, pas du tout. Non, c'était pas ni Pinochet, ni... non, il n'y avait rien de... Non, c'était Philippe Gian, Pierre Jourde et Joyce Sormand. Et je me demandais s'il y avait une raison objective à ça, parce qu'on ne sait jamais pourquoi. Alors là, j'aurais pas dit ça. Alors Pierre Jourde, c'est peut-être pour les causes. Ouais, voilà. Je savais pas qu'il avait... Non, je sais pas non plus. Il y a un livre de Jourde que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait La littérature sans estomac. C'est un très vieux petit bouquin, mais que j'avais trouvé... J'étais étudiante, je crois, j'avais trouvé ça... J'étais contente de lire ce livre. Gian, j'ai beaucoup lu. Enfin, le Gian le Gian des années 80. J'ai vraiment... Échine, tout ça, c'est des... Voilà, peut-être. Mais je me souviens pas l'avoir dit, ou peut-être que si. Et alors, Joyce Sormand... Ça doit être pour Gallimard. On a dû avoir une rentrée en commun parce que je ne l'ai même jamais croisé. Je vois, dans nos livres, je ne vois pas les passerelles possibles. On ne se connaît pas. On aurait dû vous associer à qui alors? Ou l'algorithme aurait dû vous associer à qui? Ah, j'imaginais, moi, les Vosgiens, les auteurs nés dans les Vosges. Je sais pas, j'aurais imaginé Nicolas Mathieu, comment il s'appelle, Philippe Claudel, je sais pas. J'ai jamais regardé. Non, bah voilà, ça n'a jamais aucun sens en fait. Et on terminera là-dessus. C'est rigolo. Il y a une tradition dans cette maison, c'est de ne pas laisser ou de ne pas forcément prendre un temps pour les questions du public. Mais je crois qu'on nous a dit qu'on avait carte blanche ce soir. Alors moi, je prends un petit moment parce que je ne l'ai pas fait au début pour que ça ne soit pas trop long, mais je ne vous ai pas présenté, mais vous avez reconnu, tous les auditeurs de France Culture que vous êtes forcément largement, ont reconnu la voix de France Culture, Olivia Gesbert. Voilà, mais j'ai rejoint une maison qui était la... Et que j'étais très heureuse de... C'est un peu moi qui ai insisté pour... Enfin, que c'est moi qui ai demandé d'être interviewée par Olivia parce que c'était peut-être l'une de mes plus belles interviews sur un livre. Donc, j'avais très envie de la retrouver. Moi, voilà. je n'étais pas du tout prévue cette séquence, donc voilà. Et moi, j'ai un très très bon souvenir aussi de cette rencontre qu'on avait eue ensemble autour de Feu. D'ailleurs, c'était la première fois. Et j'ai quitté France Culture. Moi, j'ai rejoint une maison qui était la vôtre au début et qui était Gallimard, qui est Gallimard aujourd'hui, pour y reprendre une belle revue, la NRF, où je vais parler, avoir affaire avec la littérature. Ouais. Donc je me réjouis. Quelle chance pour la NRF. Et alors, si le feuillet pouvait être payé un peu plus cher par les auteurs à qui on demande de contribuer, ça serait super. J'en parlerai au patron. Mais vous signerez quand même, vous accepterez? Oui. Bon, oui. En fait, tout ça pour vous dire qu'on aimerait bien avoir quelques questions de vous, de ceux qui ont lu ou qui n'ont pas lu le roman. Et je trouve que vos questions seront sûrement pertinentes, différentes de celles qu'on a pu soulever jusqu'ici. Est-ce que vous êtes d'accord, Maria, qu'on se fasse 10 minutes comme ça et après il y a une séance de signature? J'ai demandé à mon fils s'il est d'accord. On a encore 10 minutes, Abel? On a encore 10 minutes pour poser des questions? Ça va? Bon, on va les prendre quand même. Est-ce que tu peux faire ça pour nous? C'est passer le micro. Quand quelqu'un lève la main. Ah, c'est un truc super à faire. Tu veux pas aller le tendre dans la salle? Regarde, c'est comme le professeur, tu sais, qui... mais cette fois, c'est toi le prof. Est-ce que quelqu'un a une question pour Maria Pourchet? Voilà. Alors, est-ce que tu veux aller... C'est Abel, c'est ça? Est-ce qu'il y a un monsieur... Non, une dame, pardon. On est dans le noir encore un peu. Tu peux lui apporter le micro? Non? Oui, super. Tu lui donnes. Merci, Abel. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien. C'est un peu une question subsidiaire, parce qu'on a beaucoup parlé de western, de guerre, de conflits, etc. Mais il y a une place dans vos livres que je trouve toujours intéressante, c'est celle de l'enfant. Oui. Et particulièrement dans votre dernier livre.
Voilà. Ah, merci beaucoup, parce que je suis heureuse d'en parler, mais c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas beaucoup relevé. J'avais besoin de cet enfant qui s'appelle Cosma et qui est un peu céleste, qui tire ce qu'on appelle les runes, qui a trouvé chez Feu sa grand-mère des pierres, un vieil instrument de divination celtique, et qui joue avec ça, qui regarde les étoiles, dans le western, l'enfant, si les amateurs de western le savent, il n'a pas vraiment de rôle. Il passe, en général, il court. C'est celui qui va vers. En général, il va vers les étrangers pour annoncer leur arrivée. L'enfant, il n'a jamais peur. Et c'est en ça qu'il peut représenter un trouble dans le western, c'est parce que il est capable d'aller vers les Indiens et vers les cow-boys de la même manière. Et je pense qu'il y a jusqu'à un certain âge, il y a quelque chose qui me fascine dans l'enfance et dont j'avais besoin dans ce milieu un peu rude que je décrivais, c'est que le regard de l'enfant, il n'est pas, en tout cas le regard de Cosma, cet enfant-là, il n'est pas encombré de toute cette complexité pathologique, de tous ces filtres, ces interrogations qu'on met, nous, adultes, entre nous et l'autre, pour éviter de le rencontrer. Et notamment, il n'y a pas de peur, il n'a pas d'idée de quant à ce qu'il est, de quant à ce qu'est l'autre, de quel... voilà, est-ce que... Il ne réfléchit pas à prévalider la relation qu'il pourrait avoir avec l'autre avant d'y aller. Il y va. Il va vers sa mère, comme il va vers Alexis, comme il va vers les étoiles, comme il est... Et ça, c'était important dans ce livre pour donner le contraste, pour dire à quel point les adultes sont encombrés, sont chargés on disait de leurs échecs, de leur histoire, de leurs a priori, de leurs codes, de leur conditionnement. Et moi, je crois qu'il y a un instant de l'enfance, alors c'est peut-être vraiment, encore une fois, fantasmé, où on ne l'est pas. Vraiment, très, très vite, ça a pu être le cas. C'est ce qui rend un peu l'enfant un peu tragique dans le western, dans ça. On sait que ça ne va pas durer. Mais voilà, j'ai essayé de saisir l'enfant. Et je le fais effectivement dans plein de livres. Parfois, ça peut être avec l'adolescent, pour montrer c'est très intéressant pour montrer où nous en sommes, nous. À quel point on s'est dégradé, ou accompli, ou complexifié. J'ai besoin de la figure un peu plus neuve, voilà, qu'est l'enfance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu une question sur votre style et aussi la manière dont vous créez des histoires. Si vous pouviez un peu nous lever le capot de la fabrique d'écriture. Comment est-ce que vous savez que vous tenez une histoire ? Voilà, est-ce que vous avez des tics, des superstitions, des intuitions, voilà, juste ça. Alors ça commence jamais par une histoire. Ça commence toujours par un personnage, toujours. Je vois quelqu'un. L'analogie, on peut la prendre dans le réel urbain, où je vois quelqu'un s'approcher. Je vois quelqu'un s'approcher, pas très net, sur un trottoir. Quelqu'un que je croiserais de très loin. Je suis pas sûre de le connaître. Et plus il s'approche, plus les traits sont nets. En général, c'est quelqu'un... Est-ce que je le connais ? Est-ce que je le connais pas ? D'où il vient ? Je commence à me raconter son histoire. Et c'est lui qui vient avec une histoire. Mais ça commence toujours par un seul personnage, seul, qui... pris dans un moment de suspens de son existence, d'ailleurs. Dans tous mes livres, ça commence... Il y a une amie un jour qui m'a dit que tous mes livres commençaient par l'absence de quelqu'un. Et ben c'est exactement ça, ou par une absence, soit par... et c'est ça, je décris l'instant avant de voir apparaître mon personnage. Là, le personnage qui est venu, c'est Alexis. Et Alexis, quand j'ai vu qui c'était, je l'ai reconnu tout de suite. et son histoire s'est imposée. Et je le sais à ce moment-là, quand le personnage m'intéresse, quand je ne peux pas le lâcher, c'est bon. Là, c'est un peu intimidant, ce moment seul sur scène. Je me suis fait planter par Olivia. Une dernière question, peut-être ? Oui.
Bonjour. Bonjour. J'avais trouvé que dans vos romans, à chaque fois, le personnage masculin, donc que ce soit dans Champion ou dans Feu, était quand même assez cynique. Et donc je me demandais si on allait retrouver ça dans Western. Je ne l'ai pas lu. Mais... Oui, ce que vous avez... Oui. Oui, complètement. C'est radicalement oui. Mais peut-être qu'une lectrice experte comme Olivia peut peut-être compléter la réponse. Mais moi, j'ai un personnage qui... Ouais, je peux... Oui, j'arrive même pas à développer tellement c'est évident que oui. Ah pardon, alors j'ai peut-être une partie de la question que j'ai pas entendue. entendue. Ce cynisme masculin, du coup. Ah, j'ai compris. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que, et pourquoi si c'est le cas, parce que je m'y attendais du coup, mais du coup pourquoi alors ce cynisme masculin? Pourquoi? Alors, c'est plus de l'ironie. Voilà, il y a quelque chose de cruel dans le cynisme, qui fait plus mal encore que l'ironie, que je pense un peu éviter. Pourquoi l'ironie? C'est un réflexe que j'ai moi-même et que j'ai du mal à abandonner. Il y a peu de textes où je l'ai abandonné. Alors ça, vraiment, c'est l'héritage de Gary. C'est quand Gary dit l'humour, c'est un... Et donc, il y a plein d'humour possible, mais en tout cas, le registre qui est le mien, il est proche de l'ironie. C'est ce que l'homme adresse au sort qui lui est fait. C'est ce que l'homme répond au sort qui lui est fait. Et quand j'écris des personnages qui subissent un sort un peu violent ou injuste, ou donc, quel que soit le livre dont on parle, la première réponse qui me vient moi-même, parce que c'est la mienne, c'est l'ironie. C'est en gros ce que dit Gary, c'est la seule façon de ne pas se prendre le réel en pleine face et d'y rester. Donc comme j'écris des personnages un peu brutalisés par l'existence, par le réel au moment où je les prends, et je veux quand même qu'ils y survivent, parce que je les aime si je les écris, c'est la première arme que je leur donne. Et peut-être que... je sais pas, peut-être que les personnages masculins sont plus éprouvés dans mes livres, ou peut-être simplement parce que c'est... En général, dans mes livres, le masculin, c'est moi. C'est quand j'intervertis les genres. Quand je suis à l'endroit à part dans Toutes les femmes sauf une, qui est le plus autobiographique, mais sinon, que ce soit... je suis souvent à l'endroit du premier rôle masculin. Là, c'est pareil, j'ai aucune idée. Pourquoi? Le masculin, c'est moi. On restera là-dessus. Ben voilà. Merci mille fois. Je voulais remercier... je ne sais pas si Alison Paradis nous entend, mais la remercier en tout cas chaleureusement pour cette belle lecture qu'elle nous a offerte en début de soirée. Vous rappelez donc que Maria Porcher Western n'est pas édité chez Gallimard, mais chez Stock. Ça viendra bientôt. Je ne désespère pas de vous faire revenir. Et... Non, je plaisante. Donc chez Stock, que c'est un très beau roman, un des grands romans de cette rentrée, que vous pouvez le faire dédicacer si vous avez envie de rencontrer Maria à la sortie de cette belle salle, de ce théâtre. Et je vous remercie tous très chaleureusement d'être venus avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Beaucoup.